Parfait. Alors, en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a des très belles bases de données, excessivement riches, pleines d'informations, qui sont utilisées dans de nombreux projets de recherche. Vous en savez quelque chose. Des bases de données hospitalières, des bases de cohortes et ainsi de suite. Et puis il y a une base sur laquelle je reviendrai peut-être un petit peu, qui est quand même une spécificité française, qui est la base du SNDS, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc beaucoup de projets de recherche qui sont faits, qui sont opérés sur ces bases-là. Cependant, on doit s'avouer que ces bases sont encore aujourd'hui très largement sous-exploitées. C'est un constat que beaucoup de chercheurs partagent et elles sont essentiellement largement sous-exploitées pour trois raisons. La première, parce que ces bases de données sont dispersées partout dans tous les instituts de santé en France. Et c'est très difficile de s'y retrouver, en tout cas particulièrement quand on est un outsider, de savoir où est-ce qu'on trouve quoi. Deuxièmement, il y a une gouvernance qui est extrêmement complexe et très hétérogène, quelquefois malheureusement aussi discrétionnaire. On peut attendre beaucoup de temps avant d'avoir accès à une base de données. Moi, je peux vous dire, moi j'ai fait des maths, donc de l'IA, et pas de la santé au début, pas du tout. J'ai fait de la santé depuis à peu près une dizaine d'années. Quand j'ai commencé en santé, j'ai répondu à un PREPS avec la PHP. On devait avoir accès, on a gagné le PREPS, on devait avoir accès à une base de données qui était prête, qui existait. Il n'y avait pas d'annotation à faire, ou soit la base existait. D'accord ? Bon, moi j'ai reçu mon argent pour embaucher mes ingénieurs, j'ai embauché mes ingénieurs, et puis les données sont arrivées 3 ans après. Voilà, donc inutile de vous dire que j'avais plus d'ingénieurs. Il a fallu que je me débrouille autrement. Bon, ce genre d'expérience-là, je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui l'ont vécu, et quelquefois, moi je connais des histoires avec plus que 3 ans. Donc ça, c'est vraiment un frein évident à l'utilisation de ces bases et le fait et c'est un constat que le fait que une preuve que le fait que les bases sont largement sous-utilisées. Et troisième point à ne pas négliger, c'est qu'il y a un manque d'interopérabilité entre les différentes bases de données. Alors interopérabilité, c'est un mot un peu fourre-tout, on peut mettre plein de choses, je ne vais pas rentrer dedans en détail, mais essentiellement, pour résumer, il y a deux aspects à l'interopérabilité. Premier aspect, vous avez un patient qui se balade d'un institut à un autre, vous voulez comprendre que les données il s'agit des données d'un même patient et vous devez donc les joindre les unes aux autres. Ça, c'est le premier exemple d'interopérabilité. Deuxième exemple, vous avez des bases qui ont été codées d'une certaine façon, annotées d'une certaine façon. Et en fait, il faut que tout le monde suive les mêmes règles de codage ou d'annotation, parce que sinon, ça va être très compliqué de faire travailler un algorithme sur des bases qui sont très hétérogènes. C'est essentiellement les deux grands pans d'interopérabilité. C'est un sujet énorme. Et bien sûr, comme les bases sont dispersées, comme il n'y a pas on va dire, de guidelines internationales sur comment est-ce qu'on doit fabriquer ces bases, et chacun fait au mieux, mais comme il pense être au mieux, et donc il y a un manque de cohérence. Et on l'a vu pour le Covid, c'est flagrant. Mobiliser des bases nationales en période Covid, ça a été extrêmement compliqué. Et en gros, on n'a pas réussi. Il y a eu le SNDS, on reviendra dessus. Et puis, les bases de vaccins, voilà. Mais par exemple, une chose qui aurait été extrêmement utile, qu'a fait la PHP au niveau d'Île-de-France, mobiliser les données de SAMU pour suivre l'épidémie de façon extrêmement précise et pas suivre l'épidémie juste en comptant le nombre d'appels au SAMU, parce que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bruité. Il suffit que le président annonce quelque chose pour que ça explose. Mais trouver trouver des proxys un peu mieux, et c'est pas très compliqué. Je sais que la PHP avait utilisé, avec des équipes de l'INRIA, ils ont utilisé, je crois, le nombre d'ambulances dépêchées pour des symptômes Covid, par exemple, ou ce genre de choses. Essayer de faire ça sur toute la France. Moi, j'avais essayé parce que j'étais mandaté par le Premier ministre pour faire une task force d'attaque contre le Covid pendant la première vague. Il faut oublier, c'est trop compliqué. Mettre tous les SAMU en disant voilà comment il faut coder Covid et voilà comment on doit remonter les données pour que ça soit cohérent. J'ai peine perdue. C'est pas possible. Bon voilà, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Ça, c'est au niveau national. Il ne faut pas non plus se flageller. C'est pas juste on est mauvais la France et en fait les autres pays ça marche pas bien. Pratiquement tous les pays du monde ont le même problème. Ces trois problèmes-là reviennent partout. Et si on va à l'échelle du monde, à l'échelle internationale, ce sont trois problèmes, évidemment, qu'on retrouve aussi. Les données sont dispersées partout, par définition, dans tous les pays. La gouvernance est hétérogène, par définition. Même en Europe, où on a le RGPD, en fait, le RGPD permet de rajouter des couches de gouvernance, et Dieu sait qu'on en a en France, d'ailleurs. Et l'interopérabilité, ça va sans dire. Je pense que pour ça, d'ailleurs, l'exemple du Lancet, du scandale sur le Lancet Journal, nous apprend pas mal de choses. Vous savez, il y a eu un article qui est paru sur le Covid,
où un groupe aurait réussi à mobiliser des données de, je ne sais plus, c'était 40 pays ou quelque chose comme ça, pour montrer que l'hydroxychloroquine n'avait aucun impact. Ils ont publié ça, ça a eu un impact énorme. L'OMS a fait des recommandations sur l'hydroxychloroquine, la France aussi. Mais bien évidemment, il fallait s'en douter. Hein. L'article, c'était du bidon complet. Personne au monde n'est capable de rendre interopérable et d'adresser les gouvernances de 40 ou 50 pays différents dans un temps. C'est juste impossible aujourd'hui. Même si on prend du temps, c'est totalement impossible. Mais ça nous apprend quelque chose, ce scandale. Ça nous apprend que c'est fondamental d'arriver à le faire, parce que les impacts sont potentiellement énormes et très importants. C'est vrai que des bases de données de vie réelle, le SNDS, si on l'avait réussi à le mobiliser rapidement, on répondait très rapidement à la question de l'hydroxychloroquine et d'autres médicaments et d'autres voilà. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Epiphar a fait finalement ces études-là. C'est une super équipe, ils sont très très bons, mais ils ne peuvent pas aller plus vite que il faut attendre que la base soit disponible. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, même chose pour la base de vaccins avec la dernière enquête d'Epiphar qui est sortie, qui est aussi tout à fait. Voilà. Alors j'ai pris plus de temps que prévu sur cette introduction, mais parce que je pense que c'est important, ça ne concerne pas directement le hub, mais je pense que c'est vraiment des discussions qui sont importantes à avoir, et il faut se rendre compte, à l'heure où aussi il y a un espace européen de données de santé, je vais en reparler, qui est en train de se constituer, c'est des questions qui sont au cœur de cette problématique-là. Alors au Hub, on essaie d'apporter notre brique à ça. Je ne dis pas qu'on va résoudre tout, mais en tout cas on essaye de résoudre un peu ces problèmes, et c'est clair qu'on travaille sur ces 3 problèmes-là. Alors l'histoire du Hub, quelques jalons clés, c'est dans le rapport Villani en mars 2018, 1er décembre, création du Hub, donc on a quasiment 2 ans. Et puis là, c'est une slide qui date d'un peu longtemps, parce qu'on vous parle du premier anniversaire du Hub, mais on s'en fiche un petit peu du premier anniversaire. On arrive au 2e. Alors le Hub fait partie de la stratégie, à sa place dans la stratégie de la e-santé nationale. Hein, donc là, je ne vais pas vous pitcher cette slide, qui est une slide assez que vous pouvez voir dans pas mal de confs, parce que c'est la slide de la DNS de Dominique Pont et Laura Letourneau. Et vous voyez que le Hub, c'est le toit. Hein, exploitation des données, Hub Data Hub, mais ça devrait normalement, à terme, ça ne va pas être tout de suite, hein, il ne faut pas rêver, s'articuler avec l'ENS, avec le DMP, toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas pour demain, hein, ça va prendre du temps, il ne faut pas non plus rêver là-dessus. Alors le Hub, c'est quoi? C'est un groupement d'intérêt public qui a été créé par la loi donc, en 2019, la loi Ma Santé 2022, hein, et elle compte 56 parties prenantes réparties en 9 collèges. Je ne vais pas vous lire les différents collèges, ils sont à l'écran, mais bien sûr au centre vous avez les établissements de santé, mais vous avez les usagers, l'un des industriels, enfin vous avez tous les collèges évidemment importants et qui comptent dans l'écosystème. Alors, la mission du Hub, c'est quoi? C'est simplifier l'accès aux données de santé. Si on devait résumer en un mot. Maintenant, si on spécifie plus précisément de quoi on parle, il y a 4 sous-missions. La première, c'est devenir à terme un guichet unique pour un ensemble de grandes bases de données de santé qui sont potentiellement impactantes. Et la liste de ces bases-là, c'est à ça qu'on fait référence quand on parle du catalogue du Health Data Hub. D'accord ? Et ce catalogue va, bien sûr, il va y avoir une première publication qui devrait arriver, j'espère, dans pas trop longtemps. Je reviendrai sur l'agenda. Et bien sûr, cette liste sera mise à jour régulièrement par arrêté. D'accord ? Il y a un comité stratégique qui décide, qui valide l'inclusion dans ce catalogue de bases de données. On donne accès à ces bases-là pour opérer de la recherche d'intérêt public uniquement, mais ça peut être opéré par des acteurs privés ou des acteurs publics, mais c'est de la recherche d'intérêt public. On verra qui décide si c'est d'intérêt public ou pas. Et sur une plateforme de données qui est sécurisée, donc qui est la plateforme du Hub, qui est à l'état de l'art du point de vue de la sécurisation et du point de vue, ça c'est une chose très importante, de la scalabilité, de la puissance de calcul. Vous pouvez mobiliser beaucoup de GPU sur la plateforme du Hub si vous en avez besoin pour les images. Ça c'est très important. Et on a une autre mission qui est un petit peu, qui va de concert avec le reste, mais qui n'est pas dans cette pipeline-là, d'animation de l'écosystème, de mise en relation des différents acteurs de l'écosystème. Alors, je reviens un tout petit peu sur ce catalogue de données. Donc, dans le catalogue de données, au centre, vous avez ce SNDS, Système national de données de santé, qui a été créé en 2016, qui a une base qui est l'union de 3 bases. Le SNIRAM, qui est en gros la base de la carte vitale, remboursement de soins, PMSI, parcours hospitalier, et CPDC, les causes de décès. Ce ne sont pas des données cliniques, à part, on va dire, le codage dans les hôpitaux, ça peut être considéré comme le codage des maladies. Donc ça, vous avez un code SIM10 par rapport à ça. Mais sinon, tout le reste, c'est que des remboursements.
D'accord? Donc il n'y a pas de données cliniques. Mais la chose incroyable, c'est qu'en France, on a la chance incroyable qu'à peu près tout le monde est remboursé partiellement d'à peu près tout. Donc vous avez une trace unique de parcours, dans le parcours de soins de tout le monde en France, ou quasi tout le monde. Et vous n'avez pas de données cliniques, mais vous savez que telle personne est allée voir tel type de spécialiste. Vous savez qu'il est allé faire une radio, vous n'avez pas le résultat de la radio. Vous savez qu'il est allé à la pharmacie acheter tel médicament, puisque vous avez le remboursement précis de chacun des médicaments, et ainsi de suite. Et avec ça, on peut faire de la pharmacoépidémiologie, de la pharmacovigilance. La CNAM en fait depuis longtemps. Et il y a des résultats vraiment importants. Et pour ne parler que du dernier, c'est le Mediator qui a été étudié comme ça. Mais enfin bon, non, peut-être pour parler du dernier, c'est l'étude d'Epiphar sur le vaccin, bien sûr, qui est une des plus grosses études, 22 millions de personnes de plus de 50 ans. Je crois qu'il n'y a pas eu une autre étude dans le monde sur ce périmètre-là. Donc évidemment, le SNDS, c'est au centre, c'est ce qu'on appelle la base principale en fait aujourd'hui du catalogue, et c'est au centre du catalogue. Maintenant, alors en fait, les données accessibles, en fait, c'est le SNDS élargi aujourd'hui. Le SNDS strict, c'est celui-là. Aujourd'hui, on l'appelle la base principale du SNDS. Et le SNDS élargi, c'est toutes les données qu'on pourrait mobiliser dans le catalogue potentiellement s'il y a un intérêt. Et donc, dans ce catalogue, on a déjà identifié, ça a été validé par le comité stratégique, une quinzaine, un peu plus de bases, de grosses bases, qui vont effectivement arriver dans le catalogue. Et c'est des bases extrêmement variées. Et là, c'est des bases cliniques. Enfin, c'est des bases avec des données cliniques, bien sûr. Donc, des bases de cohortes, des bases de registres, il y a de l'image, il y a du texte libre, il y a plein de choses différentes. Et à chaque fois, un des intérêts forts, je vais revenir dessus, c'est de chaîner avec le SNDS, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'évidemment important, c'est d'apprendre, d'avoir des informations contextuelles sur la base en chaînant avec le SNDS. Mais j'en reparlerai aussi un petit peu après. Alors, la plateforme, je laisserai quelques temps pour les questions à la fin. J'ai le droit à une demi-heure stricte, même si j'ai commencé en retard, ou je dois terminer à 30 ? Non, une demi-heure stricte. D'accord, c'est gentil. 35. Voilà, ok, d'accord, merci. La plateforme, donc je vous ai dit, certifiée par tous les services de l'État. La DINUM m'a dit qu'on était la plateforme la plus sécurisée de France, ou enfin une des plus sécurisées de France, quasiment inégalée, c'est le terme qui est utilisé dans le rapport de la DINUM. Comment ça se passe? Une fois que vous avez accès, en fait, vous avez accès qu'aux données que vous avez demandées, bien sûr, ça c'est le RGPD, minimum des données. Vous avez une bulle sécurisée qui est ouverte, vous y accédez à distance, et donc vous avez accès à vos données. Et vous n'avez pas accès, alors c'est Azure, vous avez entendu parler du fait qu'on est sur Microsoft, on pourra y revenir sur les questions, mais vous n'avez pas le framework Azure, parce que le framework Azure, il n'est pas du tout sécurisé. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour les chercheurs. Ne pensez pas que vous allez vous retrouver dans un environnement Azure, ça c'est totalement interdit par la loi. On est dans un environnement maison, mais open source, avec tous les outils d'analyse, R, Python, Keras, TensorFlow, Scikit-learn, enfin tous les outils modernes d'analyse, et on en rajoute régulièrement de ces outils. Et à terme, il y aura toute une panoplie d'outils que vous pourrez utiliser. Vous accédez à des données qui sont pseudonymes, d'accord? Elles ne sont pas directement identifiantes, vous n'avez pas le nom, la date de naissance exacte, etc. On n'a jamais le droit d'avoir ça au web, à n'importe quel moment dans notre pipeline de données. Vous avez accès à des données qui sont pseudonymes, ça veut dire le plus fin possible, mais potentiellement réidentifiables. Mais vous n'avez pas le droit de les sortir, et bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire des requêtes qui essaient de les réidentifier. Qui est allé à telle pharmacie tel jour pour acheter tel médicament. Ça, si vous faites ça, il y a un audit de sécurité qui vous tombe dessus et c'est une faute pénale. D'accord? Donc ça, c'est des choses importantes. En ce qui vous concerne, l'imagerie et tout ce qui est notamment annotation, pour l'instant, ça se passe en dehors du hub, mais c'est des choses qu'on finance. Quand une base de données vient dans le catalogue, on finance le responsable de données pour mettre la base vraiment en standard, et donc pour la notation, etc. Et ensuite, on peut financer, on peut avoir des partenariats qui vont être des financements pérennes pour justement faire des mises à jour et ce genre de choses, si la base est encore vivante. On a un outil qui est déjà installé, qui est Cytomine, je crois, qui permet l'annotation, qui est déjà dans le hub, mais qui n'est pas encore utilisé. On peut tout à fait imaginer, mais on ne l'a pas encore fait, avoir des espaces pour l'annotation qui soient réservés dans le hub, mais ça n'a pas été encore fait. Aujourd'hui, on n'a pas... Voilà, on travaille dessus. L'agenda, donc il y a eu une date très importante, ce juin dernier, le décret SNDS, ce qu'on appelle le décret relatif au SNDS, est paru. C'est celui-là qui dit le hub va travailler avec un catalogue. Avant, jusqu'à présent, encore aujourd'hui, puisque ce n'est pas complètement fini la pipeline de gouvernance, on travaille en one shot by one shot sur les projets. C'est-à-dire qu'il y a un projet où on fait un partenariat, où on fait un appel à projet qu'on a sélectionné. On demande à ce projet, au porteur de projet, de faire une demande d'accès. Une fois qu'ils ont la demande d'accès, on a le droit de télécharger, si elle est autorisée. On a le droit de prendre les données
on les met en qualité, ils travaillent dans l'espace sécurisé, mais quand ils repartent, on doit effacer les données. Alors évidemment, ça c'est long. Et l'idée du catalogue, c'est qu'on ait une copie de toutes les bases sur notre plateforme et elles seront prêtes à l'emploi. Aujourd'hui, malheureusement, à la CNAM, qui travaille énormément, mais qui est sous-staffée, une extraction du SNDS, en moyenne, c'est 6 mois. Donc nous, on pâtit de ça. Donc normalement, avec le catalogue, on doit avoir une copie du SNDS et pour pouvoir donner accès très très rapidement. Pour ça, on attend, et c'est en cours d'instruction, l'autorisation de la CNIL, puisqu'on va devenir responsable de traitement de cette base-là. Voilà, c'est ça qu'on attend. Une fois qu'on a l'autorisation de la CNIL, tout va aller très 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 vite. Mais ce qui ne nous a pas empêché, comme vous le verrez aujourd'hui, de travailler déjà sur beaucoup de projets. Vous voulez déposer un projet, vous déposez au hub, qui joue là le rôle juste de guichet, qui transmet à un organisme, à un comité indépendant qui s'appelle le CESRES et qui va valider le côté éthique, scientifique et qui va valider donc l'intérêt public du projet. C'est lui qui valide. Nous, on n'a rien à voir là-dedans, c'est totalement indépendant. C'est un processus de review standard. Vous êtes rejeté, review ou accepté. Si vous êtes accepté, c'est passé à la CNIL. La CNIL, le CESRES, c'est tous les mois. La CNIL a 2 mois pour répondre. Ils peuvent demander 2 mois supplémentaires. Au bout des 4 mois, vous avez votre autorisation ou pas. C'est ça la pipeline de gouvernance. Alors, comme je le disais, il fallait se mettre quelque chose sous la dent, il fallait qu'on comprenne où allaient être tous les goulots d'étranglement, les défis qu'il fallait relever, etc. Donc il fallait vite qu'on ait des projets. Aujourd'hui, on accompagne plus de 50 projets. On a des partenariats, on est en train de monter plus d'une centaine de partenariats, incluant ces projets-là. On a 15 projets Covid dans ces 50 projets. D'ici la fin de l'année, on aura 70. Le jour où on a l'autorisation CNIL et que l'on a le catalogue, c'est évident que ça va croître exponentiellement, ce nombre-là. Donc il faut qu'on soit staffé. Aujourd'hui, on est près de 60. Il faudra qu'on monte nettement en nombre une fois le catalogue prêt. L'animation, je reviendrai sur les animations de l'écosystème. J'ai une slide dessus, pas la peine d'en parler ici. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'un chercheur ou des chercheurs, pourquoi des producteurs de données sont intéressés par venir dans le hub? On n'a pas vocation à être, comme on le lit dans la presse, la seule plateforme de données et rassembler toutes les données de France. Mais alors pas du tout, c'est faux, on ne l'a jamais dit. On est les grands lobbyistes auprès du gouvernement pour qu'ils financent les entrepôts de santé dans les hôpitaux. Il nous faut des relais partout. Plus on a de relais qui, bien sûr, acceptent de travailler avec nous, mieux c'est. S'il y a des chercheurs qui disent « moi, je veux accéder aux données du CHU de Lyon et faire quelque chose de raisonnable, qui ne demande pas des capacités de calcul dingues », il va travailler sur l'entrepôt de données du CHU de Lyon. Il n'y a pas de raison de mettre ça dans le hub et on ne va jamais pousser à ça. Le hub, il a vocation à être là pour des gros développements. Donc, quand il y a 2 choses qui attirent les gens dans le hub. Un chaînage avec le SNDS, aujourd'hui, potentiellement avec d'autres bases, parce que ça, c'est très important. Vous avez une base de données de patients, vous ne savez pas ce qui est arrivé avant à ces patients et peut-être vous ne savez pas ce qui est arrivé après. Le SNDS vous donne un historique, vous donne le contexte de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Et ça, c'est évidemment très important pour beaucoup de projets. On a un projet, par exemple, qu'on accompagne, c'est une start-up. Ils recueillent des données temps réel de pacemakers, 10 000. Ils veulent faire un algo qui va déterminer s'il y a un risque de complications cardiaques ou pas. Ils n'ont pas l'information complications cardiaques, elle est dans le SNDS. C'est pour ça qu'ils viennent dans le hub. D'accord. Tous les projets viennent avec des grosses bases qui, à terme, vont atterrir dans le catalogue. La deuxième raison essentielle, c'est un peu 2 raisons paradigmatiques de pourquoi on viendrait dans le hub et quelle est notre raison d'exister, nous. C'est si vous avez besoin de grosses puissances de calcul. On a des projets de la PHP qui viennent chez nous parce qu'il n'y a pas assez de GPU, parce qu'il y a d'autres projets qui les utilisent, ils ont besoin de beaucoup de GPU et donc ça va être opéré chez nous. Voilà les 2 raisons qui font qu'on aurait besoin de venir dans le hub. Pour toutes les autres raisons, si vous avez d'autres projets, nous, on n'a pas du tout vocation à recueillir toutes les bases. Ça, c'est un point important parce qu'on lit des choses très différentes dans la presse. Volet citoyen est évidemment, on a une direction citoyenne, est essentielle. Bon, moi, je suis un de ceux qui dit en général à toutes les confs, l'éducation du citoyen, à mon avis, c'est la top priorité de toutes les listes. C'est vraiment la chose essentielle à mettre au-dessus de la liste des priorités. Donc, avec plusieurs actions, lancement au 4e trimestre d'une consultation citoyenne sur la perception d'utilisation sur le partage des données de santé dans le cadre européen. Je reviendrai dessus dans ce cadre-là. L'accompagnement, on est en lien avec France Asso Santé, on est en lien avec beaucoup d'associations de patients. Il y a des gens qui vont vivre au Covid. C'est une étude qui va être faite par des associations de patients sur notre plateforme.
et contribution du HDH au partenariat pour un gouvernement ouvert de la DITP avec 5 engagements, mais je ne vais pas les lire parce que le temps avance. Animation de l'écosystème français international. Donc, vous avez entendu parler de Paris Santé Campus, on y sera, on est un des partenaires, donc ça c'est près de la porte, près à Issy-Moulineaux, enfin on dit que c'est à Paris, c'est pas tout à fait à Paris, c'est juste de l'autre côté du périph', à Issy-Moulineaux. Les locaux seront livrés entre mi-octobre et mi-novembre. Philippe en a parlé, deuxième édition des Data Challenge, il y en a 7 qui vont, il y a eu un AMI, il y en a 7 qui ont été sélectionnés, donc il y aura 7 Data Challenge. Et chose très importante, alors au niveau national, une autre chose qui n'est peut-être pas mentionnée ici, dont je voudrais parler, on a un système d'affiliation pour les chercheurs web, on a 200 chercheurs qui sont affiliés. Ça veut dire des chercheurs qu'on peut réveiller et s'ils sont intéressés sur certaines expertises. Donc ça peut être pour nous, expertise sécurité, mise en qualité des données, mais ça pourrait être pour des boîtes aussi qui viennent. On cherche une expertise sur ça, mais ça peut être aussi pour des porteurs de projets qui disent « oulala, mais nous on veut faire du deep learning, mais on n'y connaît rien » ou je ne sais pas. Voilà, on joue ce rôle-là et on va le jouer de plus en plus. On commence à avoir aussi tout un écosystème de start-up. Les big pharma, on travaille avec toutes les big pharma qui sont aujourd'hui en France. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses. On a un gros réseau et c'est vraiment important. Je vous ai dit, il y a un gros mouvement au niveau européen, espace européen de données de santé. Donc, 2 choses vraiment qui vous montrent qu'on est à fond impliqué. Première chose, il y a 2 outils préfigurateurs de cet espace européen de données de santé. Un qui a démarré en février, c'est une action conjointe qui doit donner des recommandations sur qu'est-ce que doit être cet espace européen de données de santé. On représente la France dans l'action conjointe. Elle s'appelle TEDAS, Towards the European Health Data Space. C'est nous qui représentons la France. Deuxième chose, et ça c'est une belle victoire du hub, il va y avoir un pilote du European Health Data Space. D'accord ? Il va y avoir un call qui devrait tomber, on l'attend d'un moment à l'autre, tout le monde sait qu'il est là. On est aujourd'hui, on s'est déjà mis en marche parce qu'on sait que la date limite du call, ça sera mi-décembre, donc il faut juste qu'on soit prêt. On est déjà en lead d'un consortium européen très lourd, donc j'imagine mal qu'il y aurait d'autres consortiums qui se constitueront, puisqu'on a derrière nous, avec nous, toutes les plateformes nationales sérieuses et qui sont déjà avancées. Donc on a la Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne et la Belgique en plateforme nationale. Et sinon, on a l'Agence du médicament européen, on a le CDC, on a des infrastructures de recherche européennes, Elixir et BBMRI. Je ne crois pas qu'il y aura 2 concurrents, je ne crois pas qu'il y aura même une deuxième candidature. Enfin bon, on verra, mais voilà. Donc a priori, on a toutes les chances d'être leader, et donc que la France soit leader du pilote de l'espace européen de données de santé, où il va y avoir des use cases qui vont opérer sur des nœuds différents, des nœuds existants, sur des nœuds nationaux existants déjà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je crois que je termine, c'est ça, très bien, comme ça j'ai la 5 minutes de questions. Je termine par un événement, alors l'ouverture a eu lieu, mais on n'a pas encore communiqué dessus, vous pouvez vous inscrire, mais on n'a pas encore fait de mailing de masse, ça devrait partir d'ici la fin de la semaine. C'est une école d'hiver AI for Health, on a déjà fait ça en 2021, janvier 2021, on avait 450 participants, 32 pays, évidemment des conférenciers internationaux de grande renommée. 3 jours de conférences plénières, une demi-journée inaugurale ouverte à tout le monde, à tout public, donc vraiment pas besoin d'un niveau élevé. Le reste, c'est des cours, des vrais cours, donc c'est des cours scientifiques, en général on demande un master sciences au minimum, qui commence, donc c'est des cours de 2h30, 3h, ça commence from scratch, quoi, dès le début, mais par contre, à bout de 3 heures, ça commence à devenir un petit peu costaud, c'est l'idée, c'est vraiment d'apprendre. Il y aura aussi en plénier des use cases, donc ça c'est sur 1 heure, des gens qui vont vous expliquer ce qu'ils ont fait en partant de la recherche et qui sont arrivés en production et là, ils vont vous parler de la production, toute la ligne, un exemple, quoi. Il y aura une table ronde, a priori je pense qui sera industrielle essentiellement. Et les 2 derniers jours, c'est des sessions pratiques. Vous allez avoir le choix entre 10, 11, on va voir, ça dépendra du nombre de demandes. Sessions pratiques avec 11 différents thèmes qui se répéteront le jeudi et le vendredi. Et vous pourrez choisir 2 des sessions pratiques. Enfin, vous mettrez un ordre de priorité, on vous donnera le premier, et puis le deuxième, on verra si c'est possible. Là, vous êtes en groupe de 20, 25 personnes, et vous travaillez sur des données pendant une journée encadrées par des gens. Mais tout ça online. Voilà. Donc ça, les inscriptions sont ouvertes maintenant. On a, en séance inaugurale, on a du beau monde. La personne qui fera l'ouverture, c'est Glenn Cohen, qui a une chaire à Harvard en éthique et santé. Il y aura Yoshua Banjo, que vous connaissez, je pense, qui est un des plus grands chercheurs en deep learning, sur le design de médicaments. Et on aura Ran Balisser, qui est aussi directeur de l'Institut Clalit en Israël. C'est lui qui est en charge de la stratégie vaccination en Israël.
Et ensuite, dans les cours pléniers, vous aurez un cours sur le deep learning image, vous aurez un cours sur tout ce qui est traitement du langage, il y a un cours sur l'interprétabilité et un cours sur plutôt des données longitudinales dans un cadre Alzheimer. Voilà, c'est très bien, il me reste 2-3 minutes de questions si besoin est. Merci beaucoup. Si vous parlez un tout petit peu plus fort, ça sera parfait. Pour écouter. 300%, on est fait pour ça. Oui, donc oui, on parle juste après et avec grand plaisir. Vraiment, c'est ça notre idée, c'est de fédérer des choses qui ont un intérêt à être fédérées à un niveau national. C'est notre rôle, c'est vraiment notre rôle. On ne va pas aller essayer de récupérer une base qui se trouve dans un coin et qui est déjà opérée par des gens très bien. On n'a pas à les remplacer. Ça serait fou de vouloir se substituer à tout le monde. Donc c'est effectivement cette vocation-là. Pas du tout une question naïve, c'est une question très complexe. Bien sûr, on est dans ces discussions-là. Et bien sûr, ça a un intérêt énorme pour nous. Et idéalement, c'est le genre de base qui devrait rejoindre la base principale. En fait, dans le catalogue, vous avez une notion de base principale qui sont, ce que le nom indique, des bases qui nous semblent principales. Pourquoi ? Parce qu'en général, elles couvrent l'entièreté du territoire. Elles sont exhaustives. Donc pour l'instant, c'est le SNDS dont j'ai parlé. C'est la base de vaccination Covid. C'est la base de test Covid, même si malheureusement elle a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de trous. Voilà, c'est la base civique aussi. Ça, c'est des choses qui sont à vocation à rentrer dans la base principale. Ensuite, à côté, vous avez le reste du catalogue qui vont être des bases plus locales, on va dire, moins à portée moins nationale. Mais typiquement, idéalement, ce genre de base-là rejoindrait la base principale du catalogue. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ça va prendre du temps. Voilà. Mais cette dynamique-là, elle existe dans l'esprit des gens, mais déjà, le temps de mettre en place effectivement toutes les pipelines de remontée, ça va prendre du temps, et ensuite pouvoir l'intégrer, le chaînage. Alors je me souviens plus parce que c'est pas moi qui travaille dessus. Je sais plus si le chaînage. L'idée aussi, c'est que la base principale, toutes les données soient chaînées entre elles, puisqu'elles couvrent le territoire national. Donc je ne sais plus si le chaînage est déjà prévu, est à l'ordre du jour, parce que ça sera une condition sine qua non. Voilà.